Alors bonjour, mon nom est Michel Gagné, je suis historien par formation, je suis philosophe par profession, je suis complotiste en rémission, c'est-à-dire j'ai passé plusieurs années à suivre, à faire partie des mouvements complotistes. C'est plus le cas. Si j'ai le temps, je vais vous en parler un peu à la fin. Je suis ici pour vous parler du phénomène des chambres d'écho. Alors on m'a donné la charge de faire le botté d'envoi, si vous voulez. Ce que je voudrais faire pour les prochaines minutes, c'est de faire un peu un survol de la recherche des sciences humaines, sciences sociales, sur ce phénomène des chambres d'écho. Mais avant de définir le mot « chambre d'écho », je veux définir un mot, un terme un peu plus large, c'est-à-dire la bulle épistémique. L'épistémologie, c'est l'étude de la connaissance. Donc, une bulle épistémique, c'est tout simplement une bulle d'information ou de recherche du savoir. Alors, une bulle épistémique, c'est une communauté, ça peut être une communauté sociale, politique, religieuse, institutionnelle, scientifique même, qui est isolée par rapport aux autres, parce qu'elle trouve ses ressources, ses connaissances dans des endroits différents que d'autres communautés. Un bon exemple, ça serait, moi j'ai étudié la science politique un bout de temps, c'est ce qui se passe au Canada souvent, puis surtout dans les années 90 quand j'étais à l'université, entre le Québec puis le rest of Canada. On ne regarde pas les mêmes médias, on n'écoute pas les mêmes artistes. Les gens qui regardent Tout le monde en parle se fichent un peu de ce qui se passe dans le Toronto Star et vice-versa. Les bulles épistémiques ne sont pas nécessairement intentionnelles. Elles ne sont pas nécessairement étanches non plus. Alors, on peut faire partie de plusieurs bulles. C'est sûr que le plus, on a plus d'informations, puis le moins peut-être radical on va être, ou le moins on va s'adonner à être dans une chambre d'écho, que je vais définir bientôt. Alors, les barrières entre les bulles épistémiques sont souvent naturelles. Ça peut être linguistique, comme on trouve au Canada des fois, historique, géographique ou autre. Des fois, c'est juste un manque d'intérêt. Une majorité ne s'intéresse pas nécessairement à une minorité. À chaque fois que je regarde les nouvelles à Radio-Canada, puis qu'on parle d'évangélistes, j'ai le goût d'envoyer un courriel pour dire « Moi, je m'appelle un chrétien évangélique, mais bon, Pascal Nadeau et les autres se fichent probablement un peu de c'est quoi que j'utilise moi comme marque d'identité. » Les gens qui font partie de plusieurs bulles épistémiques, au Canada, on peut penser par exemple à des gens comme Céline Dion, Pierre Lebrun, qui fait le hockey à la télévision, Jean Charest, des gens qui ont les pieds dans les deux cultures linguistiques, français et anglais. On les voit souvent comme des ambassadeurs, des vulgarisateurs, des intercesseurs. Donc, on peut faire partie d'une bulle épistémique et pas nécessairement faire partie d'une chambre d'écho. Mais si on fait partie d'une chambre d'écho, alors on parle d'une bulle épistémique plus narrow, plus étroite, si vous voulez. Alors, une chambre d'écho, c'est une communauté qui est fermée sur elle-même dans le but du savoir, dans sa recherche de la connaissance. Les membres d'une chambre d'écho souvent croient que leur vision du monde est unique, elle est supérieure, elle est peut-être plus pure que celle des autres, et ça les pousse à avoir de la méfiance envers les autres groupes. Elles affichent souvent, pas toujours, mais souvent des éléments des comportements sectaires. Je voulais faire une plug au début, j'ai oublié. J'ai un podcast, ça s'appelle Paranoid Planet, si ça vous intéresse. On parle des théories de complot, on parle des sectes religieuses, par exemple, des mouvements semblables. Alors, j'ai étudié un petit peu les sectes au printemps passé, et puis on a trouvé plusieurs éléments communs aux sectes. Ce n'est pas nécessairement des sectes religieuses, il y a des sectes qui ne sont pas religieuses. Il y a toujours une mentalité de siège, le sentiment qu'on doit se protéger contre autrui. Il y a souvent une vision du monde très rigide. Ceux qu'on y adhère, on n'est pas vraiment inclus dans le groupe. Il y a un système de punition pour les gens qui ne sont soit pas d'accord, qui expriment des doutes ou qui semblent fraterniser avec l'ennemi. Il y a des leaders autoritaires ou charismatiques qui souvent imposent cette vision aux autres. Il y a souvent une isolation sociale, une communication qui ne se fait pas avec le monde à l'extérieur. Et aussi, il y a un langage ou des symboles particuliers. J'ai grandi dans l'Église évangélique, puis des fois, il faut remarquer qu'on a le Christianese, je ne sais pas comment traduire ça, un genre de langage qui est basé sur des versets bibliques que des fois, les gens qui ne sont pas croyants ne savent pas du tout quoi qu'on parle. Quand on utilise des mots comme péché ou grâce, par exemple, c'est un discours qui est étranger pour les gens de Montréal dans la rue, par exemple.
On peut penser des gens qui font partie de groupes comme QAnon, qui s'affichent avec la lettre Q, ou je dirais même, je ne sais pas si ça va choquer quelqu'un, mais je dirais qu'il y a même des tendances dans ce qu'on appelle la culture woke ou de gauche culturelle aujourd'hui, où les gens s'affichent avec des pronoms, des choses comme ça, en faisant des témoignages. Bon, OK, on a parlé du territoire, on a vu que c'est controversé cette semaine avec ce qui s'est passé avec les Canadiens puis le gouvernement du Québec qui a répondu. Alors, dans une chambre d'écho, on ne tolère pas beaucoup les membres qui vont y fraterniser avec l'ennemi. Les collaborateurs sont perçus plutôt comme des traîtres ou des hérétiques. Donc, c'est la différence entre la bulle épistémique et la chambre d'écho. La chambre d'écho est plus refermée sur elle-même. Le phénomène des chambres d'écho, on le voit souvent dans les réseaux sociaux. Par exemple, Twitter, Facebook, Instagram. C'est des réseaux qui facilitent et accélèrent et encouragent même la formation des bulles épistémiques en unifiant la communauté sociale avec la recherche d'informations. Donc, les mêmes personnes qui se fraternisent, qui sont des amis, et c'est ces mêmes personnes-là qui s'éduquent l'un l'autre à dire c'est ça qui est la vérité, puis c'est ça qui est la fausseté. Les phénomènes qui créent la chambre d'écho, surtout dans les réseaux sociaux, il y en a 3 ici que je vais mentionner. Le premier, c'est l'homophilie. Ce n'est pas un mot à caractère sexuel, en tout cas pas nécessairement. Ça veut dire préférer entretenir des relations avec des personnes qui nous ressemblent. Il y a le biais de confirmation, biais B-I-A-I-S, de confirmation, c'est-à-dire de privilégier les informations qui confirment nos idées préconçues. Alors, on cherche l'information qui va nous confirmer qu'on avait raison de toute façon. On ne cherche pas nécessairement l'information qui va nous dire qu'on a tort. Troisièmement, le plus gros danger en ligne, ou un des gros dangers, c'est que souvent, ça ne se fait pas par choix. Les algorithmes de recherche le font pour nous. Moi, j'évite Facebook, j'évite TikTok, mais sur YouTube, j'ai remarqué souvent que quand je regarde une sorte de vidéo, quelquefois, oups, c'est comme il y a juste ça. L'année passée, il y a quelques semaines, j'avais juste du Jordan Peterson dans ma liste de vidéos YouTube. Je n'avais regardé 1 ou 2. Je ne savais pas c'était qui le bonhomme, mais on m'en avait parlé, j'ai regardé. Puis là, c'est comme s'il avait pris possession de mon site YouTube. Alors, chaque bulle épistémique, puis encore plus dans les chambres d'écho, élabore un récit identitaire commun. On se réunit avec des gens qui nous ressemblent, puis on renforce l'idée que ça, c'est nous autres, puis eux autres, bien, c'est pas nous autres, ils sont pas corrects. Ça nous place, ou ça place les membres au centre d'un genre de cercle du bien, puis les gens qu'on voit comme ennemis idéologiques sont à l'extérieur du cercle. On peut peut-être appeler ça le cercle du mal, si vous voulez. Il n'y a pas vraiment de nuance dans une chambre d'écho. On est sur le bon côté, on est du mauvais côté. Dans les lieux de culte, moi, je peux parler de la culture évangélique parce que je la connais depuis presque 50 ans, mais je pense que ça se trouve dans pas mal n'importe quelle dénomination ou religion. On a un genre de réseau social, comme on trouve sur l'Internet, mais en présentiel, qui réunit la communauté sociale et la recherche du savoir. Je sais que dans la communauté évangélique, on s'enseigne l'un l'autre. Moi, j'allais souvent dans des églises où il n'y avait même pas de pasteur, c'était les anciens qui prenaient des tours. Ça peut être très bon, mais d'un autre côté, des fois, si aucun des anciens connaît vraiment la matière, c'est comme on dit en anglais, « the blind leading the blind hein, », les aveugles qui mènent les autres aveugles vers une falaise théologique, si vous voulez. Les lieux de culte nous offrent en plus une mission existentielle. Elles établissent nos principes fondamentaux, notre vision du monde, qui on est, qu'est-ce qui donne un sens à la vie, puis ça nous donne une identité commune. Alors, ça peut être des très bonnes choses, mais si cette bulle-là est fermée sur elle-même, on n'entend pas les voix différentes. On pense que notre interprétation est la seule, la meilleure. Hein. J'ai été prémilléniste, dispensationaliste pendant une vingtaine, trentaine d'idées, puis jusqu'à ce que je commence à faire des recherches, je me dis « Ah, en fin de compte, c'est pas aussi clair que je pensais ». Plus une communauté entretient une méfiance envers les influences externes, le plus elle dérive vers la chambre d'écho. Le phénomène des sectes religieuses, c'est un exemple extrême de la chambre d'écho. Aux États-Unis, on voit ça surtout avec la droite religieuse, surtout dans l'ère de Trump. La droite religieuse qui est souvent évangélique, blanche et moins urbaine. C'est drôle, c'est ma communauté, mais je ne me vois pas dans cette communauté quand je regarde CNN ou Fox ou quoi que ce soit.
On voit plusieurs éléments de la chambre d'écho, là. Il y a un cloisonnement épistémique, un cloisonnement de la connaissance, soit par le dogmatisme, le sectarisme, des médias chrétiens ou conservateurs, les écoles privées, les homeschools, les écoles à la maison, les activités sociales. Il n'y a pas de mauvaise chose là-dedans, mais c'est que ça manque un contact avec les non-croyants. Il y a une création, une amplification des stéréotypes des non-croyants. On parle de l'agenda gay des fois ou des choses comme ça. Il y a beaucoup d'anxiété politique et sociale qui vont nourrir cette mentalité de siège. Puis ça l'a porté, moi je pense, dans les dernières années, mais surtout depuis les années 80, la droite religieuse aux États-Unis, de vouloir contrôler le pouvoir à tout prix. Puis des fois, quand quelqu'un comme Reagan ou un Bush se dit chrétien, ils les suivent. Mais qu'est-ce qu'on fait avec un gars comme Trump? Il dit qu'il est pour les chrétiens, mais il ne représente pas vraiment dans son comportement. Ou sinon, la culture, la communauté va se cloisonner davantage sur elle-même, soit dans son État ou dans sa ville ou dans son assemblée locale. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cette attitude, ça ronge l'espoir chrétien, ça ronge l'espoir d'un royaume de Dieu, d'un Jésus-Christ à revenir, la confiance à la providence divine, puis toutes ces choses-là que l'Évangile devrait nous conférer. Il y a d'autres exemples, mais je vais les dire très rapidement. Les idéologies politiques, surtout les partis politiques ou les groupes radicaux, les marxistes, libertarianisme, fascistes, nationalisme ethnique. Plus ils sont minoritaires, le plus qu'ils sont étanches et radicales, le moins qu'elles tolèrent la diversité d'opinions. Puis moi, j'ai vu ça beaucoup parce que c'est ce que j'étudie, les idéologies complotistes, que ce soit le QAnon, le 11 septembre, les vaccins COVID, on voit ça un peu partout dans les communautés qui prônent des théories de complot. Fait qu'en situation de crise sociale et d'incertitude, comme une pandémie, ça donne naissance à beaucoup de rumeurs. Il y a de l'incertitude, alors on crée des histoires qui semblent aller avec nos croyances. On les partage avec des gens qui nous ressemblent dans des endroits clos, en ligne, dans nos assemblées ou quoi que ce soit. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'on fait de moins en moins confiance aux gens qui ont de l'expertise. On fait de plus en plus confiance aux gens qui nous ressemblent ou qui parlent et qui croient comme nous. Je vois que j'ai juste quelques minutes qui me restent. Alors, rapidement, je vais juste mentionner quelques mécanismes qu'on retrouve, qui contribuent à la polarisation des groupes. Dans une chambre d'écho, on a tendance à mettre la vérité existentielle avant la vérité objective. C'est-à-dire, on veut une histoire qui va renforcer notre croyance que notre vie a du sens, on est sur le bon chemin, on est les bons dans l'histoire, puis les méchants, c'est les gens qui sont en désaccord avec nous. Dans la chambre d'écho, on a aussi tendance à primer la confiance plus que l'expertise. Alors, on cherche des gens, encore une fois, qui vont répéter ce qu'on croit ou qui nous ressemblent. Et finalement, quelque chose de très important, l'effet de cascade. C'est-à-dire que dans un groupe qui est très homogène, où il y a des sentiments de victimisation, les militants vont afficher un excès de confiance, puis les modérés, eux, vont soit se taire ou se rallier aux militants parce qu'ils disent « qu'est-ce que je sais » ou à cause qu'ils ont peur de perdre la face, comme on dit, ils ont peur de leur réputation, soit qu'ils s'en vont ou ils se rallient au groupe. Alors, un groupe très homogène a tendance à se radicaliser plus qu'un groupe où il y a différentes tendances idéologiques. Alors, quels sont les défis de la chambre d'écho? Le premier, c'est la désinformation. La désinformation, elle se fait partager plus rapidement que la vraie information. Parce que souvent, la désinformation, elle est faite pour provoquer, pour choquer, puis elle est souvent plus simple, plus facile à comprendre. Et la désinformation politique en particulier, parce qu'elle cause de l'indignation. Alors, on va retweeter quelque chose qui nous choque. Je pense que c'est Charles qui en parlait hier. Mais on ne va pas nécessairement retweeter quelque chose d'anodin. L'indignation aussi va brimer notre réflexion calme ou notre habileté de penser de façon critique. Puis je vais finir avec 3 mythes, 3 distorsions cognitives qu'on peut dire, qui sont simplistes et nocifs dans les chambres d'écho. Le premier, c'est le mythe de la fragilité. C'est de croire que si on entend un discours qui va à l'encontre d'une autre, ça va nous blesser, ça va nous enlever notre foi, ça va nous brimer dans notre identité ou dans notre confiance. On utilise le mot souvent sécurité aujourd'hui ou safety, la peur d'entendre des opinions qui sont divergentes. Le mythe du raisonnement émotif, croire que mes émotions représentent la situation réelle,
plutôt que de dire que mes émotions sont plutôt une réflexion de ma réaction, mais pas nécessairement de ce qui se passe pour de vrai. Puis le dernier mythe, ce serait le mythe du dualisme pathologique, le us versus them, la croyance qu'il y a juste des bons et des méchants dans le monde, puis c'est une guerre à n'en plus finir en notre opinion et celle des autres. Alors, je vais arrêter là. Si vous voulez en savoir plus sur moi, j'ai une page web, j'ai un bouquin qui va aller en vente au printemps prochain. Je vais mettre des feuillets si ça vous intéresse. C'est sur l'assassinat de Kennedy, mais sur les théories de complot et les mythes qui ont été propagés par les gens qui peut-être s'imaginent que Kennedy, c'était quelqu'un d'autre que ce qu'on veut penser, ou ce qu'on nous dit dans les livres d'histoire. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne conférence.